Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 59 de la Web TV de Veille Stratégique. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on se voit un vendredi, je le rappelle. La semaine prochaine, vous aurez un bulletin unique le jeudi. Et puis, à partir de la semaine suivante, on sera le lundi et le jeudi au rendez-vous de l'actualité géopolitique. Alors pour le bulletin numéro 59, aujourd'hui on va parler de deux grands sujets comme d'habitude, l'Ukraine et le Proche-Orient, mais on va quand même commencer par le sujet qui occupe la scène politique internationale de manière de plus en plus importante ces derniers jours et de manière encore plus importante à mesure que nous nous rapprochons du 5 novembre. Ce sont bien évidemment les élections américaines, les élections à la présidence des États-Unis. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules élections pour lesquelles les Américains vont voter ce jour-là, je vous le rappelle. Alors, pourquoi ? Parce que on a eu dans la nuit de mercredi à jeudi une interview de Kamala Harris sur Fox News, si je dis pas de bêtises, interview qui a été un véritable désastre pour elle, malgré les contre-feux qui ont été allumés ici et là, je pense notamment à Newsweek qui nous dit elle a été brillante, etc. Enfin bon, bref, c'est tout le contraire pour ceux qui ont eu l'occasion soit de le regarder en direct en se couchant tard, soit de regarder les meilleurs moments, les highlights, comme on dit aux États-Unis, sur les réseaux. Sur l'ensemble des réseaux, et on se rend bien compte qu'elle a été, mais alors là, elle avait pas de prompteur, elle était face à un journaliste qui voulait vraiment montrer ses points faibles, qui a été vraiment la chercher dans ses derniers retranchements, et il l'a notamment coincé sur cette histoire selon laquelle elle a déclaré à plusieurs reprises que Donald Trump était inapte mentalement à présider aux destinées du pays, et bien évidemment il lui a dit mais alors qu'est-ce que vous pensez de Joe Biden pour laquelle vous êtes la vice-présidente, alors que vous êtes à ses côtés depuis bientôt 4 ans et que aujourd'hui il n'est plus candidat parce que il est mentalement affaibli. Voilà. Donc elle n'a pas su répondre, encore une fois elle s'est pris les pieds dans le tapis, à part son rire nerveux. Elle n'a pas exprimé grand-chose d'intéressant une fois encore. Ça s'en ressentait dans les sondages déjà quelques jours auparavant que la glissade commençait à être marquée quand les gens répondaient dans les sondages. Alors vous savez ce que je pense des sondages, je n'y accorde pas plus d'importance que ça, mais c'est un marqueur qu'il faut prendre toujours avec énormément de prudence, y compris quand là, il nous annonce qu'elle est maintenant autour de 45% d'intention de vote, quand Donald Trump, lui, serait à 55%. Ce qu'il faut bien faire, par contre, là où il faut être très attentif, là où il faut vraiment se méfier de tout ce qui se passe, c'est que, je le rappelais hier dans l'émission, dans la matinale de GPTV avec Nicolas Stocker, aux États-Unis, des votes anticipés ont déjà commencé. On a vu des choses absolument folles puisque ils font voter les gens au seuil de la vie, comme Jimmy Carter qui est dans un état, le pauvre, absolument. Alors c'est plus Joe Biden là, on est vraiment, on est aux portes de la fin de vie. Et on nous dit, il s'est réjoui de voter pour Kamala Harris comme s'il avait encore toute sa tête, le pauvre homme. Donc pour le moment, d'après ce que disait Trump mardi soir pour nous Français au Forum économique de Chicago, eh bien les premiers votes anticipés lui sont favorables, notamment dans des États clés, à l'exception, bien évidemment, on s'en doute, dans des États comme la Californie, où on ne demande même pas aux gens leur carte d'électeur. On en parlait aussi hier avec Nicolas Stocker sur GPTV. Donc voilà, il fallait faire ce petit point pour bien ramener le débat là où il en est réellement aux États-Unis et pas tel que les télévisions ou les médias occidentaux essayent de nous le présenter pour pour voler au secours de la défaite de Kamala Harris en nous disant non mais ça va, elle a tenu le choc, voilà. Il faut à un moment donné se plonger dans les images et dans les faits et se rendre compte qu'une fois encore, elle est en dessous de tout.
On avait déjà vu un cas il y a quelques semaines où elle devait répondre soi-disant en direct à des téléspectateurs qui étaient dans une espèce de représentation en plateau d'un hémicycle comme celui du Congrès. On nous faisait croire que c'était quelque chose qui était de l'ordre du tac au tac. Vous venez sur le plateau, les gens vous posent des questions, vous leur répondez. Et puis par le biais du moyen dont les réalisateurs des émissions filment, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le caméraman passait dans son dos et qu'en fait, alors qu'elle répondait à un Américain lambda qui était venu l'interroger, eh bien, elle lisait un prompteur. C'est-à-dire que tout avait été arrangé d'avance. Probablement donc la question du gars qui était là pour représenter un panel de citoyens américains, et puis sa réponse était complètement scriptée à l'avance. Elle n'est absolument pas à la hauteur pour tenir un débat de quelque nature, un débat public de quelque nature que ce soit, sans prouver son idiotie abyssale. Voilà. Donc il fallait en parler. Alors, avant de parler des deux autres sujets, je vous remercie encore pour votre fidélité qui ne cesse de croître. On a franchi cette semaine, depuis la dernière vidéo, la barre des 16 000 abonnés. Donc un immense merci à chacun d'entre vous pour ce geste d'abonnement qui est un geste de soutien fort à notre travail. Merci à tous ceux qui nous rejoignent par un abonnement payant sur Patreon pour avoir du contenu supplémentaire. On va essayer, mon temps est très limité par l'importance que prend l'actualité ces dernières semaines sur les deux fronts, le Proche-Orient, l'Ukraine, mais on va essayer de vous mettre des vidéos de combat, on vous en met déjà, mais qui soient commentées par mes soins. On ne vous fait pas des promesses en l'air, hein, c'est simplement, on fait pas des promesses qu'on peut tenir tout de suite à chaque fois parce que malheureusement c'est pas, on n'est pas payé, je dirais, pour travailler à plein temps pour la chaîne, donc on essaye de faire au mieux pour ne pas lâcher ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'actualité au jour le jour. Mais donc même si je peux pas les commenter, on continue de vous les proposer sur Patreon, on continue de vous proposer des articles qui sont traduits de l'anglais parce que la majorité d'entre vous reste dans la bonne tradition francophone, et donc on essaye quand même de vous apporter de la plus-value par rapport à votre abonnement, et je l'ai dit, d'ici la fin du mois, on vous donnera une date pour une conférence pour les abonnés Patreon, une conférence donc en tête-à-tête, avec un thème qui sera choisi à l'avance, d'une demi-heure, de 40 minutes, et puis ensuite des questions-réponses ou un échange, on verra quelle formule au cours du mois de novembre, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, fin novembre, vous aurez un numéro spécial, rien que pour les abonnés Patreon, sur les forces armées iraniennes. Voilà. Et donc, encore merci aussi à ceux qui nous soutiennent via PayPal par des petits gestes financiers spontané et unique, hein, et ceux qui veulent continuer de passer par Patreon juste pour faire un don comme ça de temps en temps, vous n'hésitez pas, ça nous aide aussi, on en a parlé, on va avoir beaucoup d'abonnements à des sites internet à renouveler, du matériel informatique à acheter, on est toujours à la recherche de votre soutien financier pour toutes ces raisons-là. Et puis bien sûr, je vous en supplie presque, partagez toutes nos autres publications et pas simplement les vidéos pour nous faire connaître et puis pour faire remonter dans tous les différents systèmes d'algorithmes, que ce soit ceux de notre blog, ceux de Facebook, ceux de Telegram, ceux de X. N'oubliez pas mon compte X, Tercios del Sol, pour que notre visibilité ne cesse d'augmenter. Beaucoup se disent à chaque fois dans des commentaires, je voyais ça sur celle de GPTV hier matin, il faut donner de la visibilité à Sylvain Ferreira et à sa chaîne. Vous aussi, vous en êtes comptable en faisant des partages massifs sur tous vos supports, quel que soit l'intérêt de vos amis ou de vos followers. L'intérêt, c'est que l'algorithme voit que ces publications de veille stratégique sont partagées. Voilà, alors maintenant on va parler de l'Ukraine. Alors on va d'abord parler de quelque chose d'absolument abject qui s'est déroulé il y a quelques jours dans la cathédrale orthodoxe de Tcherkassy, où on a vu des... Alors je ne diffuse pas les images, hein, vous savez pourquoi, puisque sinon on va être interdit de publicité, et que pour nous c'est une des rares sources de revenus constantes, donc on en a besoin.
Vous les verrez sur Telegram, je verrai si je les poste sur Patreon. On a vu une centaine d'hommes armés en tenue militaire, sans un signe distinctif, s'attaquer aux chrétiens, donc dans la cathédrale de l'Archange Saint-Michel. Les paroissiens ont défendu les prêtres. Enfin, voilà, voilà ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine encore aujourd'hui contre la foi orthodoxe du patriarcat de Moscou et ses fidèles ukrainiens. L'Église, vous le savez, en tant qu'institution, a été interdite par le pouvoir. Hein. On appréciera la liberté religieuse d'un gouvernement qui n'est plus légitime et qui souhaite adhérer à l'Union européenne, dont je vous rappelle, un des critères est la liberté religieuse pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Voilà. Alors, à côté de ça, sur le plan politico-militaire, on a deux choses très importantes qui vont dans le sens de ce que je disais hier sur GPTV, à savoir que l'effondrement intérieur et militaire se poursuit. Alors sur le plan militaire, les Occidentaux ont annoncé l'annulation de la réunion de Ramstein qui avait lieu globalement tous les semestres, au cours de laquelle les pays de l'OTAN, Amérique en tête, faisaient le point avec les Ukrainiens sur leurs besoins en armement, sur les livraisons potentielles de nouvelles technologies, etc. Cette réunion a tout simplement été annulée. Voilà. Alors, de l'autre côté, on nous dit « Ah, mais oui, mais le 16 octobre, Joe Biden, là, le pauvre grabataire de la Maison-Blanche a signé un nouveau chèque de 425 millions de dollars d'aide à l'Ukraine en matériel. » Alors, je rappelle que d'habitude, les montants des aides militaires ou financières des États-Unis seuls vers Kiev s'élevait à plusieurs milliards ou se comptait au moins en milliards de dollars. Là, on est sur 425 millions de dollars et on nous explique que c'est pour pouvoir ramener des munitions donc de missiles solaires, des missiles Stinger portatifs, hein, donc des missiles antiaériens portatifs, des munitions pour les HIMARS, des munitions d'artillerie, des missiles anti-chars, des Humvee et puis des armes légères et des munitions ainsi que de l'équipement pour le génie. Tout ça ressemble, c'est mon interprétation ce matin, hein, j'ai vu la liste du Père Noël seulement hier dans la journée après être passé sur GPTV, sinon vous pensez bien que j'en aurais parlé. Ça ressemble à une liste de remplacement de tout ce qui aurait, de tout ce qui a probablement été détruit par la frappe sur, l'ensemble de frappes sur Odessa dont on parlait hier. C'est-à-dire que en gros, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une fiche de remplacement de tout ce qui a été détruit par la frappe russe. Voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de matériel de grande sophistication. On est sur du réassort de tout ce qu'on a vu déjà débarquer en Ukraine, et je le dis, 425 millions de dollars, ça fait pas beaucoup. Il y a certains qui s'en font des gorges chaudes en disant les États-Unis sont toujours derrière. Tout ça, une fois encore, malheureusement pour les Ukrainiens, ça relève de la communication et ça relève absolument pas d'un moment de bascule dans l'aide américaine. Hein. C'est vraiment, je pense, pour remplacer tout ou partie de ce qui a été détruit donc le week-end dernier, si j'ai bonne mémoire, au niveau des frappes. Alors maintenant, on va passer à la situation sur le terrain. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur le secteur de Soumy-Koursk, qui est le fameux saillant de Soudzha. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté de Seversk, parce qu'il y a eu quelques nouvelles hier dans la journée. Ensuite, on ira dans le secteur de Chassov-Yar, parce que là, il y a aussi des nouvelles depuis hier, mais elles risquent d'avoir une portée très importante dans les jours à venir. On ira bien sûr dans le secteur de Pokrovsk, et puis on ira, alors j'ai mis secteur d'Ougledar, c'est le secteur du sud Donetsk, dans la terminologie qui est employée sur les blogs ukrainiens comme russes, et sur leurs canaux Telegram, parce que ce sont ces dernières 72 heures, les points où se sont focalisés les combats les plus significatifs et les plus importants et qui montrent ce que j'expliquais hier, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas eu de point de culmination dans l'offensive russe et qu'elle repart de plus belle sur différents secteurs du front au gré
des faiblesses ukrainiennes, des opportunités, et puis bien sûr de la stratégie russe d'attrition de l'effectif de l'armée ukrainienne. Alors on va commencer par Soudzha. Alors pour Soudzha, comme d'habitude en turquoise, vous avez la R200, la ligne de vie. Hein, j'ai essayé de dézoomer un peu pour qu'on voit Soumis à la base de cette ligne de vie tout en bas de la carte, tout au sud, qui remonte sur un axe légèrement nord-est vers Soudzha. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui les Russes sont en capacité non pas de créer un seul encerclement du saillant, mais deux. Le premier se situe donc tout au nord de la carte, hein, au nord-est de Lyubimovka, où là les Russes, donc ça fait depuis plusieurs jours qu'ils ont réussi à s'implanter dans le secteur. Le village de Lyubimovka lui-même est dans la zone grise. On ne sait pas exactement s'il est totalement, partiellement contrôlé par l'armée russe, mais en tout cas, c'est formé, là encore, une toute petite poche de résistance ukrainienne qui, elle aussi, pourrait être encerclée. Mais disons que les deux grands espaces dans lesquels les Ukrainiens peuvent se retrouver encerclés, c'est le secteur que j'ai entouré donc en pointillé bleu clair au nord-est de Lyubimovka, et puis bien sûr celui autour de Soudzha. Je le disais hier, de manière complètement délirante, de manière complètement folle sur le plan militaire, les Ukrainiens continuent d'engager des troupes équipées pour certaines donc des derniers matériels occidentaux, des Challenger 2, des Abrams, pour essayer de défendre ce secteur au lieu de faire ce qu'il faut pour éventuellement desserrer l'étau qui se resserre à sa base, hein, puisque vous le voyez dans le secteur de Plerkovo, hein, au sud de Soudzha, les deux autres flèches de l'offensive russe à la base sud du saillant. Eh bien, on compte, au lieu d'engager des moyens pour desserrer l'étau et permettre aux unités ukrainiennes qui sont les plus au nord de se replier, on continue d'engager des moyens vers le nord pour essayer de lancer je ne sais quelle attaque tactique. On nous dit que l'objectif c'est toujours de foncer vers Koursk, etc. C'est absolument fou. Là, on est vraiment, comme on le disait hier sur GPTV, on est dans une opération qui vise à tenir le plus longtemps possible jusqu'aux élections américaines. Et je doute que, vu les moyens engagés par les Russes, les Ukrainiens réussissent à accomplir cette mission-là, de tenir ce saillant jusqu'à cette date-là. Et s'ils le tiennent jusqu'à cette date-là, dans quel état vont-ils en sortir ? Voilà, je le rappelle, le risque que je vois planer sur tout ça, c'est un abandon d'un grand nombre de matériel, c'est des prisonniers en nombre, etc. Et donc ce serait, mais alors, un revers tactique magistral qui aurait été infligé à l'armée ukrainienne depuis son incursion le 6 août. Le 6 août dernier, hein, son invasion de la Russie le 6 août dernier. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Soudzha. Ce matin, je rappelle, je l'ai pas dit au début, nous enregistrons, il est un peu avant 8 heures. L'autre jour, quelqu'un a mal compris. J'étais pas à 5h45 en train de faire la vidéo, mais à 7h45. Et donc là, il est 8 heures passées de quelques minutes. On a commencé quelques minutes avant 8 heures ce matin. Alors ensuite, on passe au secteur de Seversk, qui, vous savez, donc il y a une dizaine de jours, a fait couler beaucoup d'encre parce que certains communiqués russes qui remontaient du terrain nous annonçaient des progressions très importantes, et notamment la chute de Verkno-Kamanskie, donc où j'ai mis la flèche pointillée. Et hier, donc tous ces communiqués s'avéraient être faux. Hein, le commandement sur le terrain, semble-t-il, essayait de se faire mousser ou de camoufler ses erreurs auprès du commandement principal, et donc les 1000 blogueurs russes en étaient fait l'écho, mais certains sont rapidement revenus à la réalité en disant tout ça c'est des rapports qui sont complètement fantaisistes, et la réalité est beaucoup moins satisfaisante pour les Russes. Mais hier, vous le voyez, au nord de Verkno-Kamanskie, excusez-moi pour la prononciation, on a vu une progression des forces russes, hein, c'est la flèche rouge pleine,
qui a été un succès puisqu'elle a permis de gagner du terrain sur l'axe d'attaque, mais au bout de cet axe, elle a été stoppée par les moyens ukrainiens, et notamment, on en avait parlé il y a 10 jours, les Ukrainiens s'appuient principalement sur les drones, quelques pièces d'artillerie pour stopper ces avancées russes, parce que les secteurs sont tenus par des troupes relativement peu nombreuses, par des unités qui servent des unités qui servent à alerter des progressions de l'armée russe, et puis qui permettent d'appeler soit donc des unités terrestres en renfort pour combler ou stopper l'avancée russe, et puis surtout les appuis-feu, principalement des drones, pour attaquer les colonnes blindées mécanisées russes et leur interdire d'aller plus loin. Donc, est-ce que ce petit succès tactique débouchera sur autre chose ? J'en doute fort, parce que je pense que dans le secteur, il y a vraiment un problème sur la nature très importante des défenses ukrainiennes qui sont installées là, il faut le rappeler, depuis notamment la fin de la bataille de Severodonetsk et Lysychansk, donc en juillet 2022, et que ça reste très très compliqué de pouvoir les attaquer de front. Donc même si le commandement russe s'est entêté à faire des attaques de cette nature avec une succession de défaites tactiques, des pertes inutiles en hommes et en matériel, je pense que cette avancée tactique restera de cet ordre-là, et que les Russes n'ont pas les moyens ni forcément l'envie d'attaquer ce secteur, sinon peut-être pour en fixer les défenseurs pour le moment. Ensuite, on va passer... Alors, il n'y a rien de très important sur le secteur de Toretsk. J'ai oublié d'afficher la carte de Chassovyar, excusez-moi, la voici. Donc le secteur important qui vient alors je ne vais pas dire se réveiller, mais qui est intéressant en termes de nouveautés, c'est le secteur de Chassovyar. Donc vous voyez, Chassovyar est encadré en bleu, Chassivyar en ukrainien. Donc cette ville est à la périphérie, vous le voyez tout à droite de la carte, de Bakhmout, d'Artyomovsk. Ça fait plusieurs mois que les Russes ont bordé le canal du Seversky Donetsk, dont on devine les contours parce que c'est assez rectiligne. Ils ont créé des têtes de pont assez limitées en termes d'espace, parce que c'est une zone très fortifiée. Le canal, il n'y a que quelques points de franchissement, donc c'est très facile aux Ukrainiens de dire les Russes vont attaquer là, parce que à moins de se lancer dans des assauts amphibies, pour franchir un canal, c'est pas facile, puisque vous allez être repéré par les satellites, etc., les drones. Donc on saura aussi là où vous allez déployer vos moyens du génie et vous frapper avec l'artillerie et les drones. Et en fait, les Russes, ces dernières 48 heures, ont réussi à franchir le canal sur un des points de franchissement, et à créer, vous le voyez, une tête de pont plus importante, bien plus importante que les deux petites qui sont autour de Kalinina notamment. Et à partir de là, ils peuvent désormais marcher directement vers Konstantinivka, qui se trouve donc là, vous le voyez en bas à gauche de la carte, qui est c'est un des grands nœuds de la logistique ukrainienne dans cette partie du front. Et donc là, sans passer par la case, si vous me permettez cette expression de jeu de plateau, sans passer par la case Chassovyar, les Russes peuvent menacer maintenant directement Konstantinivka, ce qui est extrêmement grave pour l'ensemble des défenses ukrainiennes dans la zone. Voilà, donc ça c'est une des avancées majeures de ces dernières heures, c'est un des progrès les plus importants de l'armée russe sur cette zone du front. Et on va voir si ils ont profité, encore une fois, d'un effet d'opportunité de défense qui était avec des unités en rotation, que ça s'est mal passé côté ukrainien, et qu'ils ont donc saisi cette opportunité pour franchir de vive force le canal à cet endroit et créer cette tête de pont, mais qu'ils n'ont pas forcément des moyens en réserve à investir depuis cette tête de pont vers Konstantinivka ou vers Chassovyar, puisque comme je l'ai marqué avec les flèches en pointillé, ils peuvent aussi du coup déborder Chassovyar complètement par le sud-ouest, et encercler la ville. C'est tout à fait possible, et ils peuvent surtout couper les axes logistiques qui mènent de Chassovyar vers l'ouest. Donc on va voir
ce qu'il en est. Est-ce que c'est un effet d'opportunité? Est-ce que c'est une attaque tactique qui a été planifiée et derrière on a des réserves engagées pour exploiter? Il va falloir surveiller ça de manière très très importante parce que là la menace sur Konstantinivka fait peser de graves dangers à l'ensemble de l'architecture défensive de l'Ukraine dans cette zone. Alors ensuite on passe au secteur le plus important depuis la chute d'Avdiivka au mois de février, qui est le secteur de Pokrovsk. Donc Pokrovsk, toujours ici encadré en bleu et toujours entre les mains des Ukrainiens. On a passé un papier sur notre Patreon qu'on a traduit qui nous explique que le fait que les combats se rapprochent de Pokrovsk fait peser des risques très importants sur la sidérurgie ukrainienne puisque à l'ouest de Pokrovsk on a des infrastructures qui, si elles se trouvent à portée des combats, non pas simplement conquises mais à portée des combats, vont cesser de fonctionner alors qu'elles sont une des dernières ressources de revenus de l'État ukrainien. Voilà un élément qu'on n'avait pas forcément mis en avant jusqu'à maintenant sur les divers canaux et qu'il est très important de prendre en compte parce que vu que c'est pas dans Pokrovsk même mais à l'ouest de la ville, les Russes peuvent s'en emparer sans faire tomber Pokrovsk ou menacer ces infrastructures de leur feu. Alors sur le terrain des opérations militaires, tout se concentre aujourd'hui autour de Selidové, là où il y a la flèche bleue pleine, puisque les Ukrainiens, donc je le rappelle, je l'avais souligné mardi, ont repris la partie orientale et notamment les terrils qui se trouvent à l'est de cette ville. Ils ont chassé les Russes, ils ont engagé, j'ai fait une petite erreur hier, c'est la 154e brigade d'infanterie mécanisée, mais néanmoins, ce faisant, ça n'a pas empêché les Russes de continuer leurs opérations au nord et au sud pour encercler Selidové et la couper du reste de l'Ukraine, puisque, comme je ne cesse de l'expliquer, les Russes ne tentent pas d'assaut de vive force des villes sans préalablement les avoir isolées et coupées du reste du terrain de l'armée ukrainienne, de telle sorte à ce qu'elle ne soit plus ravitaillée correctement, qu'elle ne reçoive plus de renforts, et que ceux qui tenteraient de venir renforcer soient pris automatiquement sous les feux de l'artillerie notamment. Donc voilà la situation dans le secteur de Pokrovsk. Il n'y a pas une accélération d'un seul coup, mais on voit que les Ukrainiens s'accrochent à cette ville, encore une fois, de Selidové. On ne voit pas trop pourquoi. Alors si, c'est un important centre urbain, mais son intérêt stratégique est très limité, parce qu'aujourd'hui, les routes, on l'a assez montré sur les semaines précédentes, qui descendent de Pokrovsk vers le sud, sont quasiment toutes coupées ou sous les feux. En tout cas, celles qui passent par Selidové sont toutes coupées. La voie de chemin de fer, c'est pareil. Donc maintenant, il faut se replier sur d'autres positions, plutôt qu'une fois encore de risquer, puisque vous le voyez, il y a des attaques au nord, au sud, qui risquent de vous encercler. Voilà. Et pourtant, le commandement ukrainien s'accroche au terrain de manière systématique. On est sur le schéma de ce que Adolf Hitler ordonnait à la Wehrmacht il y a 80 ans, dans les mêmes circonstances face à la même armée. Ce qui est absolument fou. Alors ensuite, pour terminer, on va dans le secteur sud de Donetsk. Donc là, si vous remarquez Kurakhivka ici, on est juste en dessous de la carte précédente, où on voit que les Russes continuent de progresser en direction de Vovchenka, et donc ils ont coupé l'accès entre les unités ukrainiennes qui sont sur Kherny, Kurakhivka et Vovchenka, et le sud. Il y a donc maintenant, je pense que le prochain objectif pour les Russes, c'est soit de foncer en direction d'Ilinka, Beretsky, donc au nord du réservoir d'eau, soit au sud en direction de Kurakhove. On verra, là pour le moment ils sont dans des opérations, semble-t-il, de nettoyage autour de Vovchenka et de sécurisation. On verra s'ils descendent légèrement vers le sud en direction de Kurakhove ou s'ils continuent sur la rive nord par rapport au réservoir. Je pense qu'ils iront plutôt en direction de Kurakhove, c'est plus intéressant pour eux au niveau tactique,
puisque tout ce qui se trouve au nord des réservoirs est menacé par le saillant dont on vient de voir les images sur le sud de Pokrovsk. Ensuite, là où il y a eu des nouveautés, des avancées, c'est que dans le secteur de Konstantinivka, ici, on a remarqué une nouvelle attaque russe qui s'est déclenchée en direction d'Antonivka. Et idem, du côté de Vodiane, on voit encore, c'est les deux flèches au centre et au sud de la carte, les Russes continuent de tenter de progresser en direction de Boyavlanka. Voilà, donc on verra ce que donnent ces attaques. Il n'y a pas eu de nouveauté dans le secteur de Vremivka depuis mardi, pas de nouveauté à Kamiansk le long de l'ancien réservoir du Dniepr. Mais là, c'est ce secteur-là qui a repris quelques couleurs. Je vous ai encadré le secteur au nord d'Ougledar pour que vous puissiez visualiser par rapport aux cartes précédentes. Donc les Russes poursuivent leurs opérations offensives dans tous les secteurs du front où ça leur semble intéressant. Le secteur de Pokrovsk est celui qui est alimenté en permanence, vous l'avez compris, à mesure des vidéos depuis maintenant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, parce que pour moi c'est un secteur qui ne cesse d'être alimenté par des opérations offensives, même limitées depuis la chute d'Avdiivka en février dernier, ce qui nous fait donc une séquence offensive de 8 mois. Très important. Et donc on voit que sur les autres secteurs, eh bien, ils sont rallumés, réveillés à mesure des nécessités ou des opportunités dont on a cessé de vous parler depuis maintenant plusieurs semaines. Alors voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation sur le front ukrainien. On va passer maintenant à ce qui se passe au Proche-Orient, où vous le savez, donc l'actualité a été marquée hier en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, par l'annonce par Israël de la mort de Yahya Sinwar, donc le patron du Hamas à Gaza, cerveau de l'opération du 7 octobre. On a eu la confirmation dans la soirée par rapport aux analyses ADN qui ont été pratiquées sur l'index de sa main droite que c'était bien lui qui avait été tué donc dans une attaque d'opportunité dans la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. C'est pas du tout alors je dis c'est pas du tout, c'est ce que nous disent les services israéliens, l'armée israélienne, c'est-à-dire que c'était une opération de sécurisation habituelle, un groupe d'infanterie, un blindé, au moins un char en soutien, des drones pour observer. Ils ont vu des types dans une maison, le char a ouvert le feu, ils ont envoyé un drone et le drone a constaté que, avec les systèmes optiques dont ils sont dotés, que le visage d'un des cadavres, vraisemblablement, ressemblait beaucoup à celui de Sinwar. On a vu que le bâtiment n'était pas piégé, on a envoyé des fantassins israéliens et on a évacué les corps, il n'y avait pas que lui. Et ensuite, avec ces histoires d'analyse, on en a déduit, semble-t-il, que c'était bel et bien lui. Il y a quelques photos un peu sordides qui ont été diffusées sur les réseaux Telegram où effectivement, si c'est bien la tête du cadavre qu'on a récupéré sur place, ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà ce qu'on peut dire sur les circonstances en fonction des seules déclarations des Israéliens. Maintenant, qui va prendre la suite du mouvement dans Gaza ? C'est très difficile à dire. Qui est encore vivant pour le faire ? Ce que ça dit, c'est que c'est pas une opération ciblée, donc ça veut dire que les Israéliens ne savaient toujours pas où il était. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que grâce au système des tunnels, eh bien ma foi, personne ne pouvait le localiser. Ensuite, quel impact ça va avoir sur la guerre ? Alors en Occident, beaucoup disent oui, c'est le moment d'en profiter pour basculer enfin dans le politique, faire pour que Israël fasse une ouverture diplomatique en direction des Palestiniens, etc. Non, Netanyahou ne fera absolument pas ça. Il faut bien être clair, ça c'est le wishful thinking occidental. Il n'y aura pas ce genre de choses. Les Israéliens, les kahanistes sont vent debout contre toute solution diplomatique. Ils ont fait capoter tous les plans de paix qui avaient été proposés par
les Américains ou les pays arabes au cours de la fin du printemps et de l'été, c'est pas là, alors qu'ils ont eu la peau de scie noire, qu'ils vont commencer à faire des ouvertures. Alors qu'en plus de ça, ils ont ouvert un second front au Liban. La guerre doit continuer. Et c'est en substance ce que disait Netanyahou hier. Voilà, tant qu'on n'aura pas libéré les otages, alors là, il en appelait aux Palestiniens qui ont des otages israéliens chez eux pour les laisser partir. Je doute que tout ça soit déjà du bon sens, et puis ensuite que ça ait lieu, hein, voilà. Parce que j'imagine que les Palestiniens qui ont des otages israéliens chez eux, s'il advenait que certains se disent en conscience, on va libérer ces pauvres gens après plus d'1 an de captivité pour aucun résultat probant pour nous, sinon la mort et la destruction, ils seraient abattus par les quelques miliciens du Hamas ou d'autres mouvements palestiniens qui sont sur place et qui les exécuteraient pour se venger d'avoir libéré les otages. Donc c'est un appel en vain pour faire preuve d'une pseudo-humanité qui n'est absolument pas dans le cœur de Benjamin Netanyahou, on s'en doute bien. Voilà. Alors sur le terrain, donc je pense que la guerre va se poursuivre, que la destruction de Gaza et de sa population dans les circonstances que nous ne cessons de rappeler va se poursuivre. Donc au nord de la bande de Gaza, en même temps que cette opération. Alors l'opération sur Rafah qui a abouti à la mort de 6 Noirs aurait eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, nous dit-on. Voilà, en tout cas hier, dans la journée d'hier, dans le secteur nord de Gaza, autour de Jabalia, on a encore des combats qui ont eu lieu. Il y a eu donc des nouvelles frappes de Gaza City et de ses alentours par l'armée israélienne. Ça n'a pas cessé. Preuve, parce qu'hier on nous dit, bon, bah ils ont eu la peau de scie noire, aujourd'hui on estime qu'ils ont eu la peau d'environ 20 à 24 000 militants palestiniens. Il en resterait quand même pour certains experts 10 000. 10 000 hein, ou même s'il en reste, je sais pas, peut-être que 6 ou 7 000, même si 10 000 c'est très exagéré, ça fait encore beaucoup de monde à aller chercher dans une guerre comme celle que mène Tsahal. Ça va prendre des mois. Et ça va engager des destructions absolument folles. Et bien sûr, la mort encore de dizaines, de centaines, de milliers d'innocents dans la population palestinienne. Je rappelle les chiffres que vous pouvez voir là sur les cartes que nous diffusons. On a franchi le seuil des 42 000 morts. On a atteint bientôt celui des 100 000 blessés. Et on a donc environ 2 millions, un tout petit peu moins de 2 millions de personnes qui continuent dans cet espace clos d'être baladées d'un point de destruction à un autre en permanence au gré des frappes que veut mener l'armée israélienne dans Gaza. Voilà. Alors, il y a eu aussi des frappes dans le secteur de Nuseirat, autour d'autres villes. Et en retour, on a vu les Palestiniens tirer sur les positions israéliennes dans le corridor de Netzarim, ce qui signifie qu'il y a bien encore, on diffusait ça, je crois, c'était en début de semaine sur Patreon pour éviter les problèmes de censure, les brigades d'Al-Aqsa qui se filment, Al-Qassam, pardon, qui se filme en train d'attaquer des colonnes israéliennes avec succès, et bien voilà, là, ils tirent carrément sur les positions de l'armée israélienne. Peut-être aura-t-on les images, on vous les mettra sur Patreon. Donc dans le sud de l'enclave, il y a eu cette affaire autour donc de Rafah avec l'élimination de 6 Noirs. Et puis, en périphérie du conflit, les forces chiites irakiennes, donc proxy de Téhéran, ont lancé à nouveau des drones en direction d'Israël, mais on ne sait pas si ces munitions ont atteint leur cible ou pas. Les Israéliens disent qu'ils ont intercepté une partie d'entre elles dans l'espace autour d'Eilat, au sud du pays. Pas de moyen là de vérifier si ces informations sont justes. Donc voilà la situation catastrophique qui se déroule en ce moment encore à Gaza, et dont hier c'était très intéressant de voir que on nous parlait de la mort de 6 Noirs, on nous parlait de ses conséquences potentielles, le sort des habitants et la situation humanitaire sur place sur les grandes chaînes d'information françaises que je m'inflige à regarder pour mieux pouvoir démonter leur propagande auprès de vous, eh bien, rien, pas un mot sur toutes ces nouvelles victimes. On a vu ces images terribles qui datent de mercredi, je crois, d'un jeune homme qui a été brûlé vif suite au bombardement d'un hôpital
si j'ai bien compris en plus sous les yeux de son père, tout ça, on aurait des images équivalentes dans un hôpital en Israël, on aurait bien évidemment vu tourner en boucle ce genre de choses. Hein. Mais là, comme je le disais hier, vous savez, la peau d'un arabe, ça n'a aucun intérêt pour les Occidentaux et c'est ça qui est absolument à vomir. Et notre silence en tant qu'État, en tant que nation est à vomir. Même si, je le rappelle, je ne suis absolument pas favorable aux petits gauchistes bourgeois qui se mettent un drapeau palestinien autour du cou et puis qui sont instrumentalisés par les officines des frères musulmans en France pour pouvoir soutenir la cause palestinienne. Les choses sont complexes, il faut jamais l'oublier. Alors pour terminer, on va parler de la situation donc au Liban. Comme vous le voyez sur la carte, il n'y a pas grand changement sur le théâtre des opérations terrestres. Hein. On voit les 4 secteurs que j'ai entourés en rouge pointillé restent les 4 secteurs de combat dans lesquels les 4 divisions israéliennes sont engagées. Comme vous pouvez le voir avec donc les petits symboles verts avec les bombes blanches, c'est les lieux de bombardement qui sont répertoriés sur le Liban par l'armée de l'air ou par l'artillerie israélienne. Hein, on sait qu'elle a mené hier des dizaines de frappes sur l'ensemble du territoire. On nous dit que dans le secteur de Binchbel, qui est le secteur le plus important là de ceux que j'ai encerclés, il y aurait eu un commandant du Hezbollah qui aurait été tué par une de ces frappes. De leur côté, les gens du Hezbollah communiquent sur le fait qu'ils ont tiré des missiles sur le nord d'Israël et notamment sur le secteur de Kiryat Shmona et de Malot Tarshiha. Voilà, heureusement dans ces zones-là, nous le savons, il n'y a plus d'habitants puisque le gouvernement israélien les a évacués et on a donc des affrontements alors dans le secteur d'Eita Achab, Ramia, les Israéliens ont légèrement pris des positions supplémentaires dans le secteur de Markaba. Bon, c'est des gains tactiques. Hein. C'est tout ça va pas très loin en termes de succès qui déboucherait sur un déblocage de la situation et puis d'un seul coup l'armée israélienne pourra avancer de plusieurs kilomètres en territoire libanais. Et selon le Hezbollah, au cours de plusieurs attaques menées au sol menées par Tsahal, et le Hezbollah aurait détruit au moins 2 chars Merkava. On n'a pas vu pour le moment les vidéos sur les réseaux. Peut-être aurons-nous ces images et là encore, on vous les diffusera sur Patreon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front du Proche-Orient entre la situation en Palestine, Israël et la situation entre le Liban et Israël. On verra dans les jours à venir si la mort de Sinwar permet à certaines chancelleries en Occident de se réveiller pour faire pression sur le gouvernement israélien. Personnellement, je n'y crois pas du tout et le martyre du peuple palestinien et du peuple libanais va se poursuivre dans la plus grande indifférence et dans le silence le plus assourdissant. Voilà, chers amis, donc je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Hein, il n'y aura pas de bulletin pour ce premier lundi. Pour des raisons professionnelles, je ne suis pas disponible en début de semaine. Donc on se retrouve jeudi prochain, diffusion en fin de matinée comme d'habitude, ou en milieu de matinée, hein, ça dépendra de l'heure à laquelle on termine le montage comme d'habitude. Donc vous n'hésitez pas d'ici là à partager massivement cette vidéo, à partager massivement toutes nos publications, hein, à vous abonner si vous souhaitez des contenus supplémentaires sur Patreon, à nous faire des dons ponctuels sur PayPal. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Restez dans l'espérance, hein, faut surtout pas se laisser abattre malgré tout ça. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour la première émission du jeudi et ensuite on sera sur une régularité tous les lundis et tous les jeudis. Bon week-end, au revoir.